possible de revenir parmi les morts? C'est une question que j'aimerais aborder aujourd'hui, de parler de une vie possible après la mort, de questionner un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Et pour ça, on va parler des expériences de mort imminente aujourd'hui, à travers l'exemple d'un roman plutôt célèbre qui est L'Assassin Royal. Et on va parler de Fitz Chevalery. Il me semblait que je déteste mes rouges à lèvres, donc je l'enlève. C'était pour la photo et tout ça, comme vous avez pu constater. Et je vais m'habiller un peu plus normalement maintenant. La question de la vie après la mort, elle a intéressé aussi les psychologues, notamment quelques chercheurs qui parlent de parapsychologie. Et en fait, j'aimerais bien qu'on essaye de réfléchir à tout ça, et comment ça se passe pour les gens qui vivent ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'est quoi les grands critères de ces expériences et comment elles sont vécues? Donc si vous n'avez pas lu le génial livre de Robin Hobb qui est L'Assassin Royal, je vous le recommande. Je vais vous parler un petit peu du héros principal qui vit quelque chose qui pourrait ressembler à une expérience de mort imminente. On va essayer de voir si c'est bien une expérience de mort imminente ou si c'en est pas une. Commence pour Fitz, il est capturé par Royal qui le met dans une prison et tout commence par de la torture. Donc Fitz Chevalery, il parle de ce moment de torture assez négativement. Il dit notamment dans le chapitre qui s'appelle Torture, par bien son nom, la conscience de ma mort prochaine m'engourdissait lentement. Donc effectivement, il sent que la mort approche. Alors à la différence des EMI où les personnes n'ont pas forcément cette conscience-là. Et pendant qu'il se fait torturer, donc dans le chapitre d'ensuite, qui est exécution, son loup, œil de nuit, lui parle et lui demande de sortir de son corps. Il lui dit notamment « Abandonne ton corps, tu l'as déjà fait, tu t'en souviens ». Donc là, il lui recommande de faire ce qu'on appelle une sortie hors du corps ou une OBE, avec mon super accent, Out of Body Experience, qui est demandée par son loup. Plus tard, Fitz se rend compte que je cite, doit séparer ma conscience de sa chair, rompre volontairement le lien qui soudait l'esprit au corps. Effectivement, c'est ce qui est un petit peu demandé dans ces expériences-là. Mais il se demande, oui, mais comment on fait pour quitter ce corps? Comment je fais que mon esprit se sépare? Possible tout ça. Et là, il dit, tout devient limpide, le choix. Abandonner ce corps-là pour celui-ci. Il n'était plus très efficace de toute façon. Il était enfermé dans une cage. Inutile de le conserver. Inutile de demeurer un homme. Et effectivement, il arrive à séparer son corps de son esprit et à aller dans le corps de son loup. Il finit par y arriver. Un peu atypique, mais c'est bien parce que c'est un roman et que justement s'appuyer sur des personnages de roman, c'est un peu l'objectif aussi de cette chaîne, de réfléchir à des questions de psychologie clinique à travers des personnages fictifs, et je trouve que là, on a de quoi faire, quoi. Après tout ça, Fitz vit dans le corps de son loup. Et il a des moments où justement il est dans ce corps et Burish le déterre et lui demande de revenir. Au chapitre Jour de loup, où il entend reviens, tu dois revenir, et il insiste fort. Et effectivement, lui, il veut pas tout à fait revenir parce que c'est compliqué de retourner dans son corps. Et il dit un instant de vacillement, d'équilibre entre deux mondes, deux réalités, deux chairs. Je n'ai aucun souvenir du cimetière glacé où je gisais, mais je conserve l'écho d'une sorte de rêve. Burish me berça, assis dans la neige près de ma tombe. Tu n'es pas mort, fils, tu n'es pas mort. Donc là, Fitz Chevalery arrive à retourner dans son corps, qui a été déterré
dans le froid pour le conserver au maximum, et il retourne dans son corps humain. Dans l'épilogue, qui est le moment, je trouve, le plus touchant de tout le livre, je crois. Ouais, l'épilogue, il explique ce retour au corps qui était vraiment compliqué pour lui. Et il dit « Je vécus donc à nouveau dans le corps d'un homme, bien qu'il me fallît plusieurs jours pour me souvenir d'avoir été un homme. Et parfois encore, j'en doute. » Alors on verra juste après que dans les EMI, justement, le retour au corps, il n'est pas forcément vécu non plus de façon super positive par les expérienceurs. Effectivement. Quand il revient dans son corps humain et qu'il repense à ses jours dans son corps de loup, il a cette pensée où il dit « Pourtant, aujourd'hui encore, quand la douleur se fait trop présente et qu'aucun simple ne parvient à l'apaiser, quand je regarde le corps qui enferme mon esprit, je me rappelle de mes jours de loup. Pour moi, ils ne durèrent pas quelques journées, mais toute une saison de vie. Leurs souvenirs me réconfortent et me tentent aussi. Viens, viens chasser avec moi, souffle une voix dans mon cœur. Dépouille-toi de ta souffrance, que ta vie soit tienne à nouveau. Il est un lieu où tout temps est maintenant, où les choix sont simples et ne sont jamais ceux d'un autre. Les loups n'ont pas de roi. » Effectivement, qui repense à ce vécu hors de son corps et dans celui de son loup comme quelque chose d'assez merveilleux et de relativement beau, au final très poétique. Et effectivement, il peut aussi dire dans le chapitre du livre suivant, qui s'appelle Résurrection, qu'il a des cauchemars et qu'il peut rêver de ces moments de torture et de vécu très traumatique, où il dit « Des rêves commencèrent à me venir la nuit. Bref, et très net, instant de feu pétrifié, souffrance intense, peur sans espoir. La peur accablante qui me laissait trembler de tous mes membres, suffocant, les larmes aux yeux, le fond de la gorge baigné de bile amère. » On voit qu'effectivement, quand il repense à cet événement, c'est pas très très joyeux. De mes rêves, rien ne me restait que l'atroce terreur dont il m'accablait. Cette peur débilitante rôdait en moi comme une présence dissimulée, et je savais avec conviction affreuse que réduit aux abois, je m'effondrais en elle. Ce livre, Fitz Chevalerie, ne vit pas l'expérience comme quelque chose de très positif, de comment ça se passe dans la vie courante pour les personnes qui vivent des expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, ce sont des expériences qui sont vécues par des personnes qui ont connu un état proche de la mort. Ces personnes, on les nomme les expérienceurs. Il y a une étude de 2009 d'un médecin qui s'appelle le docteur Pim van Lommel, désolée si j'écorche un peu son nom, qui montre qu'il y aurait environ 15% des personnes qui auraient vécu une expérience de mort imminente. Souvent, quand on parle des EMI, on parle de ce que Moody a pu éclaircir au sujet des EMI. C'est un médecin aussi qui, lui, a distingué 3 types d'expériences différentes. En premier, il y a les expériences vécues par les personnes qui ont vraiment vécu ce qu'on appelle une réanimation. Le deuxième type, ce sont les expériences subies suite à des blessures ou des choses très violentes physiquement qui font que les personnes vivent ce type d'expérience. Et en troisième lieu, ce sont le discours de personnes qui sont agonisantes et qui sont sur le point de mourir, qui vivent aussi ces expériences-là. Que ce soit un peu américanisé tout ça, ça a été conceptualisé aussi par les Français, cocorico. Ça a été réfléchi par Victor Heger, qui est un philosophe français, qui lui a écrit sur le concept de moi vif, qui est le sentiment au moment où les personnes vivent ces expériences de mort imminente. Ce moi vif, il est caractérisé par plusieurs choses. Un sentiment de béatitude immense,
une pensée qui s'accélère et qui va très 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 vite, une espèce de rétrospective sur sa vie passée et aussi une anesthésie au toucher. En fait, Heger, il a réfléchi un peu à conceptualiser quel était un peu ce moi qui était là au moment de ces expériences, et il a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui se passait psychiquement pour les personnes qui vivaient ces expériences-là. La différence de la médecine qui cherche à savoir de démêler le vrai du faux, de savoir si les personnes elles ont bien vécu une EMI et essayer de un peu les décrire et de les définir et de dire oui ça c'est une EMI, ça c'en est pas une. Les psychologues cliniciens, ils ont tendance à dire que c'est pas si important de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est un vécu réel, s'il y a vraiment une vie après la mort, même si c'est toujours intéressant, bien sûr. En fait, l'essentiel dans tout ça, c'est que les sujets, quand ils parlent de ça, ils disent vraiment l'avoir vécu, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se fixer sur oui, ils ont vécu, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. La plupart des expériences de mort imminente, elles sont décrites comme hyper bienheureuses, hyper apaisantes, des choses qui sont rassurantes vis-à-vis de la vie après la mort, qui ne donnent pas pour autant envie aux personnes qui ont vécu ce genre d'expérience de mourir et de passer à l'acte. Mais en tout cas, quand elles l'évoquent, elles évoquent quelque chose de l'ordre d'un bien-être et un vécu presque paradisiaque en fait. D'ailleurs, il y a vraiment des références au paradis quand elles en parlent. Elles disent qu'il y avait une musique très douce mais indescriptible, des voix pareil qu'on ne peut pas définir, une sensation de légèreté. Donc tout ça les amène à dire que c'était quelque chose de positif au final. Ça, c'est le cas de la majorité des expériences de mort imminente qui sont vécues comme positives, mais il faut savoir qu'il existe aussi les expériences de mort imminente dites négatives ou infernales, comme elles peuvent être nommées par certains chercheurs. Alors il y a 3 types d'EMI dites négatives. Les EMI inversées, qui caractérisent par des pensées très hostiles, voire même menaçantes, une perte de contrôle qui est insupportable pour la personne et qui en fait elle subit le scénario de ces expériences et c'est vécu comme une souffrance. Le deuxième type d'EMI, c'est les EMI dites vides. Alors en fait, les personnes, elles racontent une sensation de vide et de néant absolu. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils vivent, c'est complètement absurde et qu'ils vont rester seuls dans le noir toute l'éternité. Enfin, il existe les EMI qu'on appelle infernales. Donc là, elles portent bien son nom parce qu'en fait, quand les personnes racontent ça, c'est vraiment l'enfer. Les flammes, les monstres, les sévices physiques. Et certains peuvent parler d'une souffrance vraiment horrible. Tout ça, je pense que notre Fitz, il a bel et bien vécu une expérience de mort imminente. Certes, il ne nous parle pas de ce tunnel, etc., mais il nous parle quand même de sa sortie du corps. Lui, il va dans la peau de son loup. Donc au final, il voit pas le tunnel, il voit pas soit une expérience négative avec ce qu'on a dit, le vide, l'enfer et compagnie, ou une expérience positive avec une espèce de paradis, un retour au corps et un espèce de feuilleton sur sa vie. Tout ça, il le vit pas parce que lui, il va dans la peau de son loup. À savoir que pour vivre une expérience de mort imminente, il faut pas nécessairement remplir toutes les étapes. Si on est allé que jusqu'à 1, 2 ou 3, ou des fois même les personnes, elles voient pas forcément ce fameux tunnel, elles passent à un lieu un peu paradisiaque ou vers un lieu un peu moins positif.
Savoir que la majorité des expériences de mort imminente, 80% à peu près, sont vécues comme positives auprès des expérienceurs. En termes de recherche et ce que j'ai pu analyser des expériences, c'est qu'elles sont un espèce de point d'ancrage pour les personnes qui ont vécu ces événements-là. Permettre ce qu'on peut appeler une réidentification de la personnalité. En fait, ça laisse pas indemne que de vivre ces expériences-là. Les personnes peuvent se remettre en question, revenir dans le monde des vivants chamboulées, perturbées, et souvent elles veulent faire le bien. Ces personnes qui ont vécu des EMI disent j'ai eu la chance, parce que moi celle que j'ai rencontrée c'est que les EMI positives, j'ai eu la chance de revenir dans mon corps et de vivre cette expérience hyper positive. Et il faut que je fasse de ma vie quelque chose et que je me rende utile, et que tout ça n'a pas, ça a forcément du sens. Les personnes, elles évoquent ça comme un événement traumatique. Et il y a quand même, c'est ce qu'on a vu avec Fitz, hein. Lui, il dit qu'au final, il aurait peut-être préféré rester dans le corps de son loup, qu'il était très bien dans ce corps, hein. Les loups n'ont pas de roi, puisque forcément, il revient dans son corps, il faut qu'il serve de nouveau son roi, et ça, il ne veut plus. Donc, effectivement, il y a des fois une volonté de se dire il était bien cet événement et je veux y retourner, un peu comme dans le traumatisme. Mais souvent les personnes, malgré le côté quand même hyper traumatique, hein, c'est une expérience proche de la mort, je vous le rappelle, et elles en disent que ça leur a appris beaucoup de choses, qu'elles veulent changer leur façon de vivre. Souvent elles sont beaucoup plus bienveillantes, plus proches des autres, elles font plus attention, elles sont dans une espèce de volonté de bien-être qui est très positive. Et en fait cette expérience de mort imminente, elle pousse les gens à la résilience, et c'est au final une expérience très positive. On essaiera de faire un peu plus de format sur justement des personnages de romans, de fiction, et de réfléchir à des enjeux de psychopatho, et de réfléchir à des grands concepts de psycho à travers des personnages fictifs comme ça. Je trouve que ça change et que c'est sympa. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu, que ça a pu répondre à certaines questions sur ces expériences un petit peu exceptionnelles. Si vous avez aimé et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à faire suivre aussi.